Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Aujourd'hui, nouveau react d'une youtubeuse qui voyage beaucoup. Et donc là, elle a fait une vidéo sur ce que j'aurais aimé savoir avant de vivre à l'étranger. Donc c'est parti. Je suis actuellement à l'aéroport de Charles de Gaulle. Je vais prendre mon vol pour rentrer chez moi aux Émirats. J'étais à Paris pendant presque 1 mois et demi pour voir ma famille. Ça fait 1 mois et demi que je suis pas rentrée. Ça me fait trop bizarre. 1 mois et demi, c'est long. Et j'ai l'impression que j'oublie ma vie dans l'autre pays où je vis quand je vis trop longtemps ailleurs. Ça fait maintenant presque 5 ans en vrai que je vis à l'étranger puisque j'ai déménagé en 2021. 2 jours après mes 21 ans, littéralement. Et là, j'en ai 25. Et maintenant que j'ai assez de recul pour aborder le sujet, aborder la question et vous parler de ça, je vais le faire dans ce vlog. En fait, d'un côté, ça m'a fait beaucoup de bien d'être en France et devant ma famille. Et d'un autre côté, ça m'a vraiment manqué d'être chez moi. J'ai pas mes habitudes, j'ai pas ma chambre, j'ai pas mon appart, j'ai pas ma cuisine. Ah, mais d'ailleurs aussi, elle disait qu'elle avait quitté la France aussi, dans une autre vidéo où elle parlait de l'islamophobie, de l'anti-islam, tout. Elle disait qu'en gros, elle aimait pas la France et que c'était sûr que c'était pas un pays dans lequel elle allait vivre. Voilà, enfin, je pense que cette information, elle est importante pour comprendre. De l'autre côté, ça m'a vraiment manqué d'être chez moi. J'ai pas mes habitudes, j'ai pas ma chambre, j'ai pas mon appart, j'ai pas ma cuisine. Et en fait, c'est trop bizarre parce qu'en France, quand je rentre, je me sens chez moi, mais pas totalement, puisque j'ai pas ce qui fait totalement que je suis chez moi. Mais quand je reviens aux Émirats, je suis chez moi, mais je me sens pas aussi totalement chez moi parce que j'ai pas ce qui fait que je suis chez moi, c'est-à-dire ma famille. C'est-à-dire qu'en France, j'ai pas mon confort, aux Émirats, j'ai pas ma famille. Ce qui fait que je me sens un peu, pas totalement chez moi, un peu partout. Alors, il y a beaucoup de thèmes qu'on va aborder dans cette vidéo, mais le premier, déjà, c'est l'organisation. Je fais énormément d'allers-retours entre ma famille, mon chez-moi, les voyages que je fais tout au long de l'année pour vous produire du contenu. Et comme vous le savez, Moi, le problème que je vois dans tout ça, c'est surtout l'argent. À chaque fois que je vois une personne qui voyage, je me dis l'argent, frère. Comment il y en a, ils vont vivre à l'étranger? Bon, elle, par exemple, elle avait dit quand elle avait débuté d'habiter à l'étranger en Corée du Sud, elle était allée sous prêt étudiant. Mais bon, en islam, on peut pas faire ces choses-là. Mais après, elle avait expliqué que c'était dans un contenu, Elle est dans un environnement où elle était étouffée par l'islamophobie et tout. Du coup, elle a pris prêt étudiant, elle est partie en Corée du Sud. Mais je me dis, tous les autres qui vont vivre à l'étranger, bon, je pense, une grande partie, c'est papa et maman qui financent. Sinon, ça reste un mystère. l'organisation, c'est la clé. Alors, je suis pas la fille la plus organisée du monde, bien au contraire. Je suis beaucoup plus une one life, mais une part d'organisation, c'est super important pour pas perdre ses affaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Avant, j'étais beaucoup moins organisée, si je puis dire. Et c'est vrai que ça m'a causé beaucoup de problèmes. J'ai perdu beaucoup d'affaires et j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc du coup, maintenant, je tends à prendre les choses beaucoup plus doucement et surtout à être énormément organisée. Je m'aide toujours d'outils essentiels pour mes voyages. Mon téléphone. Mon téléphone, c'est vraiment la clé de l'organisation de tous mes voyages parce que je stocke tout dedans. Ma vie est dedans. Mais ce qui est d'autant plus incroyable désormais, c'est que maintenant, en fait, on a des téléphones avec de l'intelligence artificielle. Et ça, vous savez pas à quel point ça me change la vie en tant que fille qui voyage beaucoup toute seule. Parce que je suis souvent toute seule. Il n'y a jamais personne pour rappeler ce que je dois faire. Il n'y a jamais personne pour m'aider à m'organiser. Donc du coup, en fait, c'est essentiel pour moi d'avoir une sorte d'assistant. Et de toute façon, l'intelligence artificielle de nos jours, on l'utilise tous. Bien évidemment, pas dans l'excès. Voilà, moi je suis pas dans le côté où l'intelligence artificielle c'est mon meilleur ami, je lui confie tout. C'est vraiment juste en termes d'organisation et en Ah, ça d'ailleurs, j'avais vu qu'il y en a qui disaient, j'ai plus parlé à ChatGPT que des membres de ma famille, que mon entourage. Je lui raconte tout. termes d'informations que je peux pas avoir à ma portée et surtout être en sécurité. Parce que quand on voyage seul, sachant que je voyage souvent seul, la sécurité c'est le plus important. Et c'est pour ça que l'organisation c'est la clé dans ce genre de truc. Après, elle parle de sécurité, mais des pays que j'ai vus qu'elle a visités, c'est que des pays où il y a la sécurité. Les Émirats Arabes Unis, ça vole pas. Corée du Sud, l'Oman. Tu sais, c'est que des pays, ça vole pas. C'est sécurité déjà ces pays. Parce que moins il y a d'organisation, plus il y a de risques d'être en danger en fait. Mon vol il est en train de partir. Je vais aller prendre l'avion. Prendre l'avion. Attendez, regardez. Ça, apparemment, on m'a dit que ça, en Thaïlande, j'ai vu, il y a beaucoup ça revient du même pays, la Thaïlande. On m'a dit, t'as pas le droit de filmer, par exemple, comme ça, là.
les personnels de l'aéroport. Et il y en a, ils se font arrêter, ils se font bloquer 2 3 heures, confiscation de passeport par la police thaï. Ça aussi, dites-moi d'ailleurs si c'est dans tous les pays ou si... tu sais, parce qu'en France, de mémoire, c'est même marqué en arabe. Ah, parce qu'à vos Émirats. On m'a même dit ça, confisque le passeport en Thaïlande, t'as pas le droit de filmer, supprime la vidéo. Et en France, non, ça va, t'as le droit. Enfin, je pense que ça dépend des pays, ou ça dépend de ta discrétion. Tiens, là, par exemple, c'est dommage. Un Paris Émirats Arabes Unis, ça coûte combien? Tu vois, faut préciser en quelle période. C'est dommage. Bon, là, je suis en escale au Bahreïn. Bahreïn ou Bahreïn, c'est un pays il y a l'Arabie Saoudite et c'est à côté comme ça, là. C'est une sorte d'île séparée de l'Arabie Saoudite et c'est un tout petit pays. Et j'en profite pour faire une petite pause repas. On a mangé qu'à midi et il est déjà 19 h. Donc j'ai faim, hein. J'ai pris une salade de pois chiches. J'aime trop les pois chiches. Avec, j'ai pris des samoussas. Le vol, il est passé hyper rapidement. J'ai dormi plus de la moitié du vol, bien évidemment. Mais c'est passé vraiment hyper rapidement. Enfin, j'ai pris Gulf Air pour ceux que ça intéresse. Et Gulf Air, ils font toujours une petite escale au Bahreïn parce que c'est une compagnie bahreïnie. Je sais pas comment on dit. Quelque chose auquel je fais super attention aussi quand je voyage, c'est bien choisir ma compagnie aérienne. Ah aussi, pas là, je m'en rappelle, moi, il y avait une personne, elle m'avait acheté un téléphone ou tablette, on va dire, d'Arabie Saoudite. C'est pas ils lui ont donné le téléphone, déjà il marche pas. Là, c'était pas des Saoudiens, c'était des Pakistanais ou on m'a dit Bangladesh ou Pakistanais, je sais plus. Ils vendaient des téléphones en Arabie Saoudite. Vas-y, déjà, tu ouvres le téléphone, il y a la prise. C'est pas dans la prise, ils te mettent des prises comme ça, là, que vous voyez là-bas. La prise, elle est bizarre, ça s'appelle des prises anglaises, apparemment. Tu peux même pas charger ton tel avec. Et puis même quand tu trouves la solution, vas-y, le téléphone, il s'allume pas. Donc n'achetez pas vos téléphones en Arabie Saoudite. Franchement, moi, je, je dis toujours, je veux le vrai, tu sais, je veux le vrai. Pourquoi tu vas, tu as un téléphone, par exemple, tu peux pas acheter du faux. Va directement à Apple, tu prends un vrai. T'as capté? Il y en a, ouais, non, je vais passer par un marchand, un reconditionné, c'est moins cher. Après, tu vas avoir que des problèmes. Si t'achètes un vrai, il n'y a pas de problème. Prendre la mauvaise compagnie aérienne, ça peut vous gâcher votre voyage. Perte de valise, retard qui vous fait manquer votre escale. Ça peut littéralement vous ruiner la vie, même au niveau du confort. Moi, en général, je prends toujours des compagnies du Golfe. C'est les meilleures, je trouve personnellement. En termes de service, en termes d'assiduité. Ils sont hyper assidus, il n'y a aucun retard pratiquement. Franchement, j'ai eu... Avec tous les voyages que j'ai fait, je crois avec les compagnies du Golfe, j'ai dû avoir une fois un retard. En plus, ce qui est bien, c'est que les compagnies du Golfe, vous faites toujours une escale dans le pays de la compagnie aérienne. Par exemple, celle du Bahreïn, c'est la deuxième fois que je fais une escale ici parce que j'ai déjà pris Gulf Air. Et quand je vous dis, j'ai trouvé des parfums trop inédits ici, que j'ai retrouvé nulle part, ou sinon qui sont hyper durs à voir sur internet. Moi, je vous conseille, franchement, ça vous fait un peu voyager, voir d'autres pays. Si vous n'avez pas le temps de sortir, au moins vous voyez l'aéroport, ça vous fait vous dégourdir les jambes aussi. Parce que moi, j'aime pas rester assise trop longtemps. Moi, j'aime trop les escales. J'ai aucun problème avec ça. Après, je fais toujours en sorte d'avoir une escale de moins de 3 heures. Et en général, j'ai souvent des escales au Qatar. L'aéroport du Qatar, c'est le meilleur du monde. Donc il y a tellement de trucs à faire. Un centre commercial, une forêt. L'aéroport au Qatar. Bah, j'allais le dire en plus, c'était au Qatar, je crois, c'est celui où il y a la forêt dedans et tout. Ouais, mais quand je prends mes vols en dernière minute, c'est vrai que des fois c'est compliqué. Des fois j'ai pas les compagnies que je veux. Et des fois même carrément, si j'ai pas la compagnie que je veux, je préfère décaler mon voyage de 1 ou 2 jours pour éviter tout problème. Parce qu'en fait, faut que vous sachiez qu'un problème, ça peut vous coûter beaucoup plus cher que prévu. Parce que les compagnies hyper low cost, s'il y a un retard ou un problème avec votre avion, dans le cas où ils doivent vous rembourser ou quoi, soit c'est hyper lent, soit ils vous remboursent à moitié parce que leur service après-vente il est hyper mal foutu. Voilà. Donc en fait, ça fait que ça vous coûte plus cher puisque vous allez devoir reprendre un vol à l'instant T s'ils vous en trouvent pas un. Parfois même vous allez devoir... Bon, là, pour moi, ce qu'elle dit, c'est du chinois et tout, mais je prends note. Mais pour moi, en mode golf, il y a différentes compagnies de ça. Tu sais, quand toi, tu vas toujours dans ton pays d'origine et t'as pas de problème avec ça. Tu sais, c'est toujours la même compagnie, économique, fin. Ou soit tu vas en bateau, c'est le meilleur pour moi. Mais là, il y a des compagnies apparemment qui remboursent pas tout ça et tout.
casqué pour des taxis, pour des logements en plus, pour des repas en plus. Si vous perdez votre valise, vous allez devoir acheter des affaires en attendant de reprendre votre valise, même si bien évidemment ça peut arriver partout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir ce genre de problème avec des compagnies qui sont pas très bien notées quoi. Donc finalement un vol que vous allez payer 200 € de moins, il y a de grands risques que vous les rattrapiez sur autre chose, sur un problème à régler. Et puis même la sécurité en fait, tout simplement. Comme si encore une fois on est à l'abri de rien, avec rien. Mais moi c'est quelque chose que je vous conseille, c'est de toujours miser des bonnes compagnies. Renseignez-vous sur les compagnies avant de prendre les compagnies. Renseignez-vous sur leurs modalités de remboursement, leurs modalités en cas de problème, en cas de retard, en cas de perte de bagages. C'est grave important. Une fois que j'ai fini ça, là je vais aller prendre mon vol. Je crois que j'ai à peine 1h ou 1h30 de vol jusqu'à l'aéroport de Dubaï, donc ça va. Tchuss. Ça fait tellement longtemps que je suis pas rentrée. Attendez, d'abord je vais allumer la clim parce que là, il fait 50 degrés, c'est incroyable. Je suis arrivée dans mon quartier, j'ai l'impression qu'on était dans un sauna. Il commence à faire grave humide, du coup, là j'ai allumé la clim parce que là c'est pas possible. 35 degrés. Je vais baisser jusqu'à 20. Mais je pense qu'à 25 déjà je serais bien. Mais là 35 c'est pas trop supportable quoi. Je sais pas comment expliquer, j'ai passé la journée dans l'avion, littéralement, j'ai pris l'avion à 11h, là il est presque minuit, il est 20h et quelques en France, mais je sais pas, bizarrement c'était pas lourd, c'est pas chiant, ça s'est trop bien passé, et c'était smooth quoi. Je suis contente d'être chez moi, je vais rafraîchir cet appartement là avant de mourir de chaud, et je reviens tout de suite. Hey, on est le lendemain, j'étais trop fatiguée. J'ai fini ma douche, j'ai dormi direct, et ce que j'ai fait c'est que j'ai directement attaqué mes valises une fois réveillée. Et du coup je vais parler d'un autre sujet hyper important de ce qui fait... Ah oui, c'est vrai, les valises. Je pense que t'es plus content de la faire, parce que tu te dis, ouais, je vais prendre ça, mais le retour, t'es un peu déçu quand même de la faire, ta valise. Et en plus, après, je pense que quand tu vas grandir, je sais pas si elle va parler de ça, ou je pense pas du coup, mais tu sais, quand tu voyages dans ton pays, et après, tu sais, ça te demande des services, prends ça, ou ramène-moi ça. Ça aussi, ça c'est chiant, ça. Enfin, ça dépend du coup, ça dépend, mais des fois, frérot, on te met des trucs dans ta valise, mais wesh, et moi je mets où mes affaires? Tu sais, ah bah tu les mets sur toi, tu mets des affaires. Ouais, je mets où moi ça? Maintenant ça, je prends pas. Ce qui fait que j'apprécie le fait de vivre à l'étranger et j'apprécie le fait quand même de vivre loin de chez moi. C'est parce que mes bases, elles sont solides. Et par base solide, ce que je veux dire, c'est que d'où je viens, qui je suis et les personnes... Ah d'ailleurs, elle a parlé de base solide, ça me fait penser, moi j'avais rencontré un Pakistanais dans le métro, et on parlait anglais. Tu sais, il m'a demandé c'est où la tour Eiffel, je lui ai dit c'est là-bas, non, on parlait. Et il habite à Dubaï, ce Pakistanais. Il a fait Pakistan-Dubaï et il y vit. Et il m'a dit que 99% des gens à Dubaï parlent anglais. Anglais-arabe. Et moi, je lui parlais un anglais-arabe, je mélangeais les deux. Je lui parlais en Zayar Mawjoud, tu sais, en mode Yassa, nanana, à Dubaï, des fous. Il m'a dit la vie en France est chère, more expensive. Je l'avais pas compris. C'est après, je suis parti traduire chez WAM. Ah, il m'avait dit ça. C'est après, j'ai compris. Enfin, bref. Tout ça pour dire, base solide, je pense que elle a dû apprendre l'anglais. J'avais pas vu l'extincteur. qui ont permis de faire qui je suis, c'est-à-dire l'éducation de mes parents, mes amis d'enfance. Tous les endroits en fait que j'ai traversés, j'ai respecté ce temps-là. En tout cas, j'ai fait au max. J'ai respecté ce temps-là dans le fait que ça a permis de me construire, dans le fait que toutes ces expériences, toutes ces personnes que j'ai rencontrées et les personnes qui sont encore là ont fait qui je suis. Et en fait, quand on respecte ça, et ben en fait, ça crée des bases solides qui fait que peu importe où vous allez, ces choses-là, elles viennent avec vous. Dans le sens où moi, par exemple, c'est pas parce que j'ai vécu en Corée du Sud, c'est pas parce que j'ai vécu aux Émirats, c'est pas parce que j'ai voyagé dans énormément de pays que j'ai pas ramené mon éducation avec moi. C'est pas parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes ou d'autres carrément que j'ai rencontrés qui sont encore mes amis que j'ai oublié en fait tous les autres amis que je me suis fait et que j'ai pas appris des amitiés que je me suis faites par le passé. Ouais, j'ai rien compris. Quand elle a dit base solide, je pensais elle a des bases en anglais. Elle parlait de relations. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué avec le voyage. Vous allez voir, en voyage et partout où vous allez vous installer, vous avez des gens qui fuient. Et même moi, en quelque sorte, le fait que je sois là, je fuis un peu quelque chose. Moi, en toute honnêteté, c'est vraiment juste le confort. C'est qu'en France, je suis pas très à l'aise. Je vais m'étaler là-dessus, mais je pense que vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que moi, la vie en...
Elle a dit, vous savez de quoi je parle? Comme je vous l'avais dit, en fait, elle parle de l'islamophobie, de tout ça. Elle en avait fait une vidéo d'ailleurs où, bah, justement, elle dit qu'elle avait pris un prêt étudiant. Elle est partie en Corée parce qu'elle étouffait, qu'elle a subi trop d'islamophobie devant chez elle. Elle racontait des horreurs, hein. Elle cherchait un travail et que, je sais pas, en gros, je crois 900 candidatures, elle n'a pas été acceptée, toutes refusées, toutes. Et en gros, de par son voile, en gros, elle a vécu l'enfer et du coup, le confort, je pense, elle parle du confort dans une terre d'islam où elle n'est pas jugée pour son voile. En France, elle correspond pas à mes attentes et elle correspond pas à ce que j'attends d'une vie qui me convient. Et c'est ok, j'ai de la chance d'avoir pu faire les études que je voulais, j'ai de la chance d'avoir pu naître en France et naître privilégiée parce que grâce à ça et grâce à toutes mes expériences, je peux vivre ce que je vis aujourd'hui, vous voyez. Je prends ma petite valise, je la mets dans ma moyenne valise, je prends ma moyenne valise et je la mets dans ma grande valise. Et je range ça. Imaginez un peu ce que je dis. C'est que, imaginez vous êtes en mer et que vous êtes tout seul avec un bateau. Avant de partir, il faut construire le bateau. La qualité et la durée dans le temps de votre bateau, elle va dépendre de la qualité de votre bois, de la qualité des constructions, de plein de choses en fait, qui font que le bateau va être solide. La solidité... Ça me fait penser au jeu de Squeezie, il y jouait. Tu sais, t'es dans la mer et après tu jettes un hameçon, tu pioches et t'agrandis ta barque et tu dois tuer les requins. Et le requin, il vient saboter ton bateau. Votre bateau va faire en sorte que vous puissiez naviguer le plus longtemps possible. Si votre bateau, il n'y a que 3 planches en bois qui sont connectées avec 3 clous et 2 ficelles, vous n'allez pas durer longtemps en mer, vous allez couler. Et après, vous allez devoir retourner à la nage chez vous. Vous voyez? Alors que si vous avez pris le temps de faire un excellent bateau, avec du bon bois, avec de la bonne main d'œuvre, si vous avez pris le temps d'apprendre les techniques pour faire votre bateau, si vous vous êtes entouré des bonnes personnes pour faire votre bateau aussi, votre bateau, il va durer peut-être même toute votre vie. Et ben moi je pense que la vie c'est pareil quand vous décidez d'aller à l'étranger, c'est que si vos fondations elles sont pas bonnes, vous allez couler. Et ce que je dis, c'est pas qu'il faut vivre que des bonnes expériences avant de partir de chez soi, pas du tout. C'est ce que vous allez faire de toutes ces expériences, même si elles sont toutes mauvaises, même si elles sont toutes catastrophiques, même si vous êtes passé par des moments horribles. Ce que vous allez faire de ces expériences, ce qu'elles vont vous apprendre, ce que vous allez décider d'en apprendre, c'est ça qui va faire que votre bateau il va durer dans le temps. C'est ça qui va faire que votre tête, elle va toujours être terre à terre et connecté et concentré sur vos objectifs et ce que vous voulez de la vie et faire que vous allez choisir les bonnes personnes à chaque fois que vous rencontrez à l'étranger, ce qui fait que vous allez voir quand il y a quelque chose qui va pas et que vous allez vous en éloigner, ce qui fait que vous allez pas perdre le cap en fait tout simplement. Vous voyez, et ça c'est... Mais attendez, elle a dit avant, elle a dit ouais, c'est pas parce que je suis allé en voyage que j'ai oublié mon éducation. Et je pense qu'on y revient à la Thaïlande, les fameux French arabiques, en gros, que le problème, en gros, bon, on dit les French arabiques, mais je pense que le problème vient de français. Dès qu'il y a le mot français touriste, ça fout la merde. En Thaïlande, d'autre part, un tel a écrasé un autre parce qu'il voulait faire la mala, il voulait tout harag, il voulait je sais pas quoi. Français, français, français. C'est une dinguerie, hein. Après, est-ce que ça serait pas ça? Parce que c'est nous, on a la visibilité, c'est la France. Les autres pays, ils sont un peu KO au niveau visibilité. C'est pas trop ce qui se passe. Mais on m'a dit que les Anglais faisaient aussi des dingueries en Thaïlande. Donc, ça nous vise nous parce qu'on a la visibilité? Ça, c'est hyper important quand on est tout seul à l'étranger parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous êtes tout seul dans un autre pays, vous avez l'occasion de vous recréer une autre personnalité. Puisque personne n'est là, en fait, pour vous dire « Eh, mais t'étais pas comme ça avant !» Personne vous connaît. C'est un phénomène que je vois trop, où il y a plein de gens, en fait, qui, dans leur ancienne vie, chez eux, c'était chaotique. Aucune base familiale, amicale. Ça n'a pas forcément été des gens très fiables dans leur pays. En venant à l'étranger, ils ont décidé de se recréer une autre personnalité, genre vraiment complètement, genre être quelqu'un d'autre. Sauf que ça, en fait, sur le long terme, ça dure pas. Et la réalité, en fait, elle va vite reprendre le dessus sur qui vous êtes réellement. Ça crée des problèmes, y a des gens qui se mettent dans des situations pas possibles à l'étranger, des problèmes d'argent, des problèmes de fréquentation, des problèmes avec leur travail, des problèmes avec leur visa, des problèmes... Bref. Et en plus, c'est d'autant pire pour eux parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas d'option. Maintenant qu'ils ont foutu en l'air, en fait, toute leur vie qu'ils avaient construite à l'étranger, ils n'ont plus rien vers quoi retourner. Je suis contente parce que comme j'ai réussi à toujours rester sincère dans ce que je faisais et toujours rester sincère auprès de mes rencontres, mes proches, ma famille et tout. Mais moi, la question que je me pose pour elle, donc elle est partie en Corée du Sud pour étudier le coréen. Mais je me dis maintenant, imagine YouTube, ça aurait pas marché. Parce que YouTube avait pas marché quand elle était en Corée du Sud. Enfin, c'est pas... Ça marchait, tu sais, elle faisait par exemple 300 € le mois avec YouTube.
ok. Mais ça marchait pas, on va dire, comme aujourd'hui, où peut-être elle doit faire plus, largement plus. Et je me dis maintenant, imagine YouTube, ça aurait pas marché. Tu sais, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Est-ce que elle aurait visité l'Oman, le Japon, souvent, le Dubaï? Je pense pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle aurait fait s'il n'y aurait pas eu YouTube? Sachant que ça, on va dire, ça par la cause de YouTube, ça, tout ça. Parce que sinon, elle était partie en Corée du Sud apprendre le coréen. Et avec le coréen, il n'y a pas de métier, j'ai pas de métier en tête. Ou peut-être si tu fais prof en Corée du Sud et tu gagnes pas des mille et des cents. Et toutes les expériences que j'ai eues, ça fait que j'ai toujours quelque part où rentrer. Genre par exemple, si ça va pas, si j'ai un problème financier, si mentalement ça va pas, je me sens pas très bien, j'ai de la chance d'avoir une famille, des amis vers qui je peux retourner et qui vont jamais me reprocher le fait d'être parti loin, qui vont jamais me reprocher le fait d'avoir fait le choix d'aller vivre à l'étranger. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Je vais juste bosser un peu sur mon PC et après je vais aller chez le dentiste. Je suis pas allée chez le dentiste du coup depuis 1 mois et demi. Et sachant que j'ai des aligneurs. Et pour ceux qui vont me demander, je fais une explication rapide. En fait, j'ai une dent sur le côté qui poussait à l'intérieur de mon palais. J'ai consulté 3 dentistes et les 3 dentistes ils m'ont dit bah en fait si elle a poussé à l'intérieur c'est parce que t'as pas de place. La bouche elle est complète. Votre écart au milieu, si vous le fermez, il y aura de la place. Et c'est la seule solution. Et en fait, j'étais obligée parce que je veux pas avoir de caries. Les dents, c'est super important parce que quand vous vieillissez, après, c'est un aller sans retour. Une fois qu'elles commencent à s'abîmer, vous pouvez plus du tout faire grand chose. Donc pour moi, c'était important. Quelle erreur ceux qui refont leurs dents, ils font les dents de requin. Ah frère, ne faites jamais ça, il n'y a rien de mieux que le naturel. Bon, je parle pas dans son cas là, mais je parle de ceux qui se liment les dents de requin pour le paraître, pour être beau, pour... Non, dans 10 ans, tu vas regretter. Important de aligner mes dents, en fait, permettre de les garder en bonne santé le plus longtemps possible, quoi. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, j'ai fait la paix avec ça. J'ai fait la paix avec le fait que... Ça a été très dur, hein, je vous avoue, parce que je tenais vraiment à mon écart. Franchement, j'ai fait la paix avec ça. J'ai récupéré mes nouveaux aligneurs. C'est des trucs comme ça en plastique et ça vous aligne les dents. Et regardez celle-là. De base, elle était vraiment dans mon palais. Genre, on la voyait pas quand on me regardait de face comme ça. J'avais un trou. Et là, franchement, elle a pas mal avancé. Mais par contre, vous savez quoi? Je viens de me rendre compte qu'il y a un voyant qui s'est allumé. Le truc, c'est que je connais pas tous les voyants. C'est ma première voiture, vous voyez. Donc... Et quand j'ai des doutes comme ça, quand il y a des voyants qui s'allument ou quand je fais face... Ok, donc là, elle est garée penchée. Hein, ça va vous aider hein, pour le code. Donc là, elle est garée penchée, donc elle est garée en épi. Ça s'appelle comme ça, en épi. Quand c'est en bataille, c'est face à la route comme ça. Et là, il y a la route comme ça, perpendiculaire, je crois qu'il avait appelé ça. Et quand tu te gares en créneau, c'est face au trottoir. Enfin, en voie vers le trottoir, quoi, t'as compris. Hop, marche arrière, hop, tu te gares là, et le trottoir, il est là. Je fais face à un truc en fait où je comprends pas. Vous pensez que l'assistant, il s'arrête à la discussion? J'ai mon assistant en vidéo, s'il vous plaît. Bon, là, c'est ma tête. Mais je peux lui montrer en fait ce qui se passe sur mon tableau de bord pour qu'il me dise en fait ce qui se passe. Regarde, tu vois le voyant orange là? Tu peux me dire ce que c'est? C'est le voyant Ah, le voyant orange, c'est pas les plaquettes de frein? de pression des pneus. Ce voyant s'allume quand la pression d'un ou plusieurs de tes pneus est trop basse. Vérifie la pression de tes pneus dès que possible. Ah ouais, non, rien à voir. Mais c'est le logo du plaquette de frein, enfin, sur le liquide de refroidissement de frein. Ou... Ah, je sais plus, frère. Et il pose 1000 questions pour le code. Hey! En fait, cette vidéo, c'est vraiment un petit journal de bord où à chaque fois que j'ai une pensée, je vous le dis. Il y a un truc que j'ai compris aussi en vivant à l'étranger, c'est que la Terre continue de tourner avec ou sans vous. Alors je m'explique. Il y en a beaucoup qui ont cette peur en allant à l'étranger, en fait, que justement, comment ma famille va faire sans moi, comment mes amis vont faire sans moi. J'avais cette... Mais ça, c'est vrai que c'est très réel, ça. Et des fois, tu penses, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ah, purée, qu'est-ce que nanana? Eh, frère, regarde les gens autour. Quand ils meurent, le lendemain, ça tabasse de la nourriture. Même quand ils meurent, ça tabasse de la nourriture, ça l'a vite oublié. La vie avance avec ou sans toi. Ça, c'est très bon point, ça. Cette peur aussi de laisser ma famille, de laisser mes frères et sœurs. Et j'étais vraiment en train de me dire, mais, ah, mais comment ils vont faire sans moi? Comment ils vont grandir sans moi? Mais peut-être qu'ils ont besoin de moi. Et quand ils ont besoin de moi, comment ils vont faire? Et ben, sachez que les gens se débrouillent sans vous. Sachez que la vie continue. Voilà. Je sais que c'est un truc dur à avaler. Vous allez voir qu'une fois partis, les gens vont continuer à se marier, à avoir des enfants. Les gens vont continuer à avoir de nouvelles passions, à s'inscrire à de nouveaux sports, à réussir leurs études ou à avoir des échecs avec
ou sans vous. C'est quelque chose de dur à accepter et c'est quelque chose qui va vous frapper en pleine tête quand vous allez revenir après plusieurs mois ou plusieurs années, quand vous allez voir à quel point les gens ont grandi, certaines fois ont mûri ou même ont foutu leur vie en l'air, je sais pas, alors que vous n'étiez pas là. En fait, c'est pour ça que ça demande beaucoup de maturité de vous dire que vous n'êtes pas essentiel à la vie des autres. Pas dans le sens où vous servez pas à quelque chose, je pense qu'on a tous apporté notre pierre à l'édifice. Ça d'ailleurs aussi, même un jour, moi, on m'avait fait un très bon rappel. Ça va dans ce sens-là, t'es pas le centre du monde, t'es pas essentiel, la vie continue sans toi, t'es rien. Tu sais, c'est dans le sens, tu sais, quand j'étais dans ma période où j'appelais à l'islam, et on te dit quoi? On te dit, mais ne fais pas appel à l'islam, appelle pas les gens à l'islam, parce que tu crois que l'islam a besoin de toi. L'islam, avec ou sans toi, va se propager, parce que... Et après, il avait cité un verset du Coran, Allah protège sa religion, Enfin voilà, quoi, c'est pas la da'wa, l'appel à l'islam qui a besoin de toi. C'est toi, t'as besoin de l'islam, t'as capté? Et en gros, t'es pas essentiel que t'appelles ou pas à l'islam, mais l'islam se propagera avec ou sans toi. Et en fait, ça te rappelle que t'es pas essentiel. Ça te rappelle vraiment que, avec ou sans toi, la vie continue. Sur le moment, c'était un très bon rappel. À la vie de quelqu'un, mais dans le sens où c'est apprendre à lâcher prise sur comment vous laissez cette pierre, vous voyez. Et une fois que j'ai compris ça aussi, j'ai vu mes amitiés par exemple de manière beaucoup plus saine. Parce que en étant dans une communauté, que vous avez grandi avec eux, que vous avez toujours vécu avec eux, vous êtes allé à l'école avec eux, vous avez fait vos anniversaires avec eux, en fait vous voyez pas la vie sans ces personnes-là. Sauf qu'en fait, vous faites un peu le deuil de votre importance dans la vie des gens. Je dis pas que vous n'êtes pas important, bien évidemment. Vos conseils comptent, votre voix compte, votre présence compte, vos cadeaux comptent, dans tous les cas. Mais vous faites le deuil sur le fait que vous êtes essentiel à la vie de quelqu'un. Oui, on est important, mais essentiel, non. Parce que sinon, on n'être pas seul. Et j'avais super peur avant. Encore une fois, hein, ça veut pas dire que ma famille, mes amis, ils sont pas importants. J'ai les mêmes amis pratiquement depuis le collège et lycée. J'ai des amis que je me suis fait en cours de route qui le sont toujours. Ma famille, ça bouge pas, on s'appelle pratiquement tous les jours. Mais voilà, vous voyez les gens prendre de l'âge, vous voyez les gens avoir des enfants, se marier. Et c'est pour vous dire que les gens, avec ou sans vous, ils avancent et continuent d'avancer. Donc voilà, c'est juste faire le deuil un petit peu sur ça. Mais c'est pas négatif, hein. C'est peut-être même un petit peu libérateur, je dirais. Parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le sauveur du monde. Vous apportez beaucoup de choses avec votre présence, mais que vous pouvez pas sauver le monde entier. Vous n'êtes pas le centre du monde. Et Ça me fait penser aussi à la parole de Nino. Il faut que tu saches qu'un seul homme t'avanceras quand tu sauras qu'un seul homme ne peut pas sauver l'humanité. C'est une question de choix, une question de réalité. Moi, si on n'écoutait pas de musique, hein, mais ça m'a fait penser à cette parole. T'avanceras quand tu sauras que t'es pas essentiel dans la vie des gens. Et surtout aussi que c'est toi aussi, faut pas que les problèmes des gens t'infectent au point que tu oublies ta propre personne. Ouais, tu peux pas sauver tout le monde, frérot. Donc, faut que toi t'avances. ça rend humble. Mais voilà, vous savez quoi? J'étais chez moi, j'avais fini tout ce que j'avais à faire et je m'étais dit... Attendez. Humble. Mais voilà, vous savez quoi? J'étais chez moi, j'avais fini tout... Ouais, non, c'est pas... non, rien à voir. C'est confondu avec une mosquée. Tout ce que j'avais à faire et je m'étais dit... Pourquoi pas sortir et aller à la plage? La plage, elle est à 20 minutes de chez moi. Du coup, je peux y aller quand je veux. J'aime bien me poser à la plage et juste regarder la plage. Franchement, je trouve que l'eau, c'est hyper apaisant. Ça remet les idées en place de temps en temps. J'aime beaucoup. Maintenant que je suis assise, je vais vous parler d'un truc. C'est un sujet que je vois beaucoup revenir sur les réseaux sociaux et même en bas de mes vidéos à moi-même. C'est comment on se fait des amis à l'étranger. Quand vous êtes à l'étranger, vous allez avoir cette envie de vous faire des amis parce que vous allez... Non. Je pense pour la majorité des gens et pour les extravertis et tout, mais non, moi, si je vais à l'étranger, c'est vraiment le paysage, découvrir comment les gens vivent dans ce pays, tu sais, questionner, être curieux de ouf, mais pas me faire des amis. Vite vous sentir seul. Vous êtes loin de chez vous, vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas vos repères, vous n'avez pas votre culture. Et donc le premier truc que vous allez chercher à faire dans la plupart des cas, c'est sociabiliser. Alors ça, pour être honnête, j'ai pas de guide parfait. Mais par contre, je vais vous lire un truc que j'ai lu en ligne. C'est quelque chose qui fait beaucoup écho à la manière dont comment moi je vois mes amitiés chez moi ou à l'étranger. Donc c'est quelqu'un avec le username MyCowell qui a fait un texte hyper intéressant sur le fait de socialiser comme un jardinier. Et en fait, elle dit que chaque relation, comme un sol, porte une histoire. Il y en a qui sont très fertiles, J'ai pas compris. Chaque relation, comme un sol, porte une histoire.
Donc le sol, il porte une histoire comme chaque... Attends. Chaque relation, ok. Chaque relation, comme un sol, chaque relation porte une histoire comme un sol. Et en fait, elle dit que chaque relation, comme un sol, porte une histoire. Il y en a qui sont très fertiles, il y en a qui sont abîmés et il y en a qui sont en cours de guérison. Quand vous êtes à l'étranger, vous allez avoir cette envie de vous faire des amis parce que vous allez vite vous sentir seul. Vous êtes loin de chez vous, vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas vos repères, vous n'avez pas votre culture. Et donc le premier truc que vous allez chercher à faire dans la plupart des cas, c'est sociabiliser. Elle disait que déjà, chaque personne que vous allez croiser, c'est comme un sol. Quand vous allez planter dans un jardin, le sol, vous ne savez pas dans quelles conditions il est. Est-ce que le sol, il est intoxiqué par des produits chimiques? Est-ce qu'il est en période de guérison? Ou est-ce que le sol est super fertile et il est prêt à accueillir tout un tas de plantes? Ok, j'avais pas compris quand elle a dit sol, je pensais, t'as eu chez toi le sol carrelage, ou quand c'est pas du carrelage, là, le plastique. Ok, mais c'est un sol, la terre quoi, la terre de jardinage, ok. Ça, j'avais pas compris pourquoi jardiner un sol de maison. Ça, on ne sait pas. Et quand vous croisez des gens à l'étranger, vous ne savez pas dans quel état d'esprit ils sont. Et c'est pour ça que vient la deuxième étape. On écoute, on observe et on n'impose pas. Votre présence, elle vaut mieux que votre performance pour apprendre à connaître les gens. Si vous êtes tout le temps dans la performance, tout le temps dans le show, tout le temps à vouloir montrer tous vos skills ou à vouloir absolument occuper l'attention, occuper l'espace, malheureusement vous n'allez pas laisser assez d'espace pour l'autre personne de se dévoiler et pour en fait la connaître finalement. Et en fait ça fait que vous allez créer une amitié avec vous-même puisque vous occupez tellement l'espace que la personne n'a pas l'occasion d'elle avoir de l'espace pour créer un lien donnant, vous voyez. Et du coup, comme un jardinier, on ne force pas la croissance d'une plante, aka l'amitié, on crée les bonnes conditions pour que cette amitié se fasse. Ensuite, le troisième point, c'est d'arroser ce qui nous nourrit. Ça veut dire que si vous donnez, Bon, en soi, avant, je suis pas trop d'accord, mais ça, arroser ce qui nous nourrit, ça oui. donnez, mais que vous ne recevez rien en retour, posez-vous des questions. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, et c'est des sujets sur lesquels je discute beaucoup avec mes amis, même Arroser ce qui nous nourrit, c'est comme on va dire donnant. que je connais ici, c'est que j'ai des amis qui pensent que les amitiés, on donne et on n'attend pas en retour. Alors moi, je pars du principe où c'est pas quelque chose qui fonctionne. Aucune relation, elle est basée sur j'attends rien en retour. Même une mère qui va éduquer son enfant, qui va tout lui donner, elle attend en retour même un minimum de respect, un minimum d'affection, un minimum d'amour. Donc si vous voyez que vous donnez beaucoup et que vous rien en retour, même un sourire, même un peu de temps passé avec vous, même un ça va, posez-vous des questions sur réellement si vous êtes en train de lier une amitié ou juste une relation de on se voit parce que j'ai personne à qui parler et voilà. Ensuite, le prochain point, c'est d'accepter que toutes les graines ne poussent pas. Il faut accepter que c'est pas parce que vous avez croisé quelqu'un avec qui vous avez eu une bonne connexion que vous allez forcément être amis. Il y a des gens avec qui vous allez bien vous entendre, mais qui ne sont pas forcément faits pour être dans votre vie toute votre vie ou dans votre vie toute la durée de votre séjour à l'étranger. Parce que, encore une fois, vous ne savez pas ce que ces personnes traversent. Peut-être qu'elles ont mis un masque de façade pour que vous vous entendiez bien, mais que ces personnes, elles traversent quelque chose de très difficile qui les rend incapables de se lier d'amitié et d'avoir des liens profonds avec quelqu'un sur le long terme. Donc, il faut accepter de laisser les gens s'en aller et de laisser les gens en fait juste passer dans vos vies quand c'est le cas. Et quand vous êtes dans ce mindset-là, bizarrement même, vous êtes beaucoup plus apte à accepter des amitiés qui vont faire long feu. Puisqu'en fait, vous n'êtes pas dans l'attente, vous n'êtes pas en fait dans le stress et l'angoisse de « Oh mon Dieu, elle me parle plus, ça veut dire qu'on va plus se voir ». J'ai des amis, dites-vous, on se... Ah, aussi, ça me fait penser aussi, comment expliquer? Voilà, une bonne amitié, enfin, ça parlait d'amitié et ça disait, n'attends rien de l'amitié. Comment je formulerais ça? N'attends rien de l'amitié. Ah, vas-y, frère, j'ai oublié. J'attends, n'attends rien de l'amitié. Vas-y, j'ai oublié, ça va me revenir. On se parle pas pendant presque 1 an ou 2 ans. Et quand je reviens, dès que j'ai l'occasion de les voir, je les vois. Et on parle de choses encore plus profondes à chaque fois. Et ça renforce nos liens d'amitié à chaque fois. Ça m'est revenu, c'est bon, paniquez pas. Ça disait, en gros, n'attends rien de l'amitié. Attends. Attends, frère, wesh. Attends, n'attends rien de l'amitié. Ah, voilà, n'attends rien de l'amitié, tu sais pourquoi? Parce que tu vas être déçu, parce que
En fait, tu t'attendais à ce que cette... En fait, voilà, ne surestime pas trop la personne, voilà. Parce que quand tu surestimes trop la personne, eh ben, tu vas forcément être déçu et ça va briser une amitié. Donc voilà, surestime pas les gens, pense pas que ceci, cela, n'attends rien de personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À chaque fois. Et des fois, c'est même incongru parce que je pensais que c'était des personnes que j'allais juste croiser et que j'allais juste connaître par rapport au travail. Mais en fait, le fait de laisser le temps et de laisser l'espace, et ben en fait, des fois, sans prévenir, ça devient de très bonnes amitiés. Et du coup, ça me fait venir au prochain point. Il y a des plantes, vous ne devez pas les arroser tous les jours. Vous devez les arroser une fois par semaine. Il y en a que vous devez arroser une fois par mois. Il y en a que vous devez arroser tous les 6 mois. Cultiver ne veut pas dire cultiver au même rythme. Et je pense que c'est le plus gros problème des amitiés à l'étranger. Beaucoup de personnes à l'étranger sont dans un espèce d'état de survie où elles savent pas vraiment où elles vont, où elles savent pas vraiment comment sera leur avenir. Est-ce qu'elles vont rester dans le pays 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et du coup, il y a cette idée, en fait, d'aller vite dans la manière dont elles font leurs amitiés. De penser que, on a le point en commun d'être à l'étranger toutes les deux, on a le point en commun d'être sans nos familles, et ben du coup, tout ce qu'on n'a pas, on va le créer ensemble. C'est une très très mauvaise idée, d'accord? Et c'est à cause de ça que du coup, il y a de très mauvaises surprises. J'entends beaucoup de choses de personnes à l'étranger qui, mais moi je pensais qu'on était amis, du jour au lendemain, elle m'a montré ce visage-là, c'était comme ma sœur, c'était comme la nanny. Calme. Vous connaissez depuis 2 mois. Vous vous êtes accroché. Ah bah oui, c'est ça que je disais. Tu surestimes la personne. Ouah, je pensais que... Faut rien attendre. À l'image d'une personne que vous êtes fait, parce que c'est ce que vous vouliez dans une amitié quand vous aviez personne. Le problème, c'est que ce que vous ne trouvez pas à l'étranger, vous voulez le créer vous-même. Il y a cette fâcheuse tendance à vouloir voir en l'autre ce qu'on veut nous-mêmes. Et des fois, la personne l'a pas. Regardez ce coucher de soleil magnifique, s'il vous plaît. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Et quand vous allez comprendre ça en amitié, vous allez voir comment vos relations à l'étranger, elles vont être plus saines, plus douces. Et en fait, pour déjà accepter tout ça dans la manière dont vous faites vos amitiés, c'est-à-dire faire son amitié comme un jardinier cultiverait ses plantes, il faut aussi accepter votre solitude. Il faut apprécier le temps que vous avez avec vous-même. Il faut apprécier les gamberges que vous avez avec vous-même. Il faut apprécier les émotions que vous traversez, il faut apprécier les épreuves que vous traversez, même si c'est dur, même si c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, même moi il y a certains moments où je suis toute seule et je me dis, là j'aurais bien aimé que mon père il soit là, là j'aurais bien aimé que ma mère elle soit là, là j'aurais bien aimé que ma pote de France elle soit là, mais accepter que vous traversiez ça seul, ça va moins vous mettre dans la pression et dans l'envie de rusher la manière dont vous vous faites des amis à l'étranger. Et ça, c'est super important, les amis. Ça, c'est super important. C'est même le plus important. Parce que sachez que de mauvaises amitiés, ça peut ruiner votre expérience. Par contre, mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est très fort ce qu'elle fait. Là, elle parle, alors que tout autour d'elle, il y a des gens. Et ça, c'est une... Frère, fais-le toi. Tu vas te retourner toutes les 2 secondes, comme as. Attends, vas-y, attends qu'il passe. C'est moins personne. C'est une sorte de pression que tu te mets. Et moi, après, parce que ça doit faire 2021, ça doit faire 4 ans, elle est sur YouTube. Je pense qu'elle a l'habitude. Votre expérience à l'étranger, ça peut aller très très loin. Ça peut vous emmener en prison si vous tombez sur de mauvaises personnes, littéralement. Franchement, j'ai vraiment beaucoup voyagé et j'ai vraiment entendu des histoires de... Voilà. Mais voilà, tout ça c'est super important. Prenez-le en compte. Et franchement, je vous souhaite de vous créer de très belles amitiés. C'est tout pour cette vidéo, voilà. Franchement, très belle vidéo. Très très belle vidéo. Franchement, on va lâcher le pouce bleu. Franchement, très belle vidéo. J'ai bien aimé surtout la métaphore de... ça parle d'un jardin. En mode... ça va comparer l'amitié à un jardin. Soit le jardin, il est vide, mais satisfais-toi comme ça. T'as capté? Et comme ça, dès qu'il est rempli, tu kiffes. Nourris... donne à ce qui te nourrit. De très belles métaphores. Chaque fleur est différente. Tu vois, tu donnes pas la même dose de quantité à nanana. Très belle métaphore. Ça, après ça, je pense aussi, c'est les gens qui lisent. Ils viennent avec des métaphores comme ça, de très belles. C'est les gens qui lisent. Franchement, très belle vidéo. Et par contre, Dubaï, je sais pas si c'est Dubaï ou Sharjah, mais c'est très beau. Enfin bref, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Là, je te pousse la moto, non, je trop au prochain.